Et pour ce débattons-en, nous retrouvons Lionel Ballan, spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe que vous entendiez souvent la saison dernière, chers auditeurs, et David Engels, qui est habituellement notre chroniqueur et que nous recevons en entretien aujourd'hui. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gisela. Bonjour. Alors, le chancelier allemand Friedrich Merz semble partir en guerre contre l'État-providence allemand. Il promet un automne des réformes. Voilà, il explique que notre pays se trouve à un tournant cet automne et il en va de l'avenir de l'Allemagne. Alors, on va s'interroger justement sur tout ce qui se cache derrière ces grandes réformes qu'il semble nous promettre. Et donc, cette attaque vis-à-vis de l'État-providence allemand. Est-ce que vous avez suivi ces déclarations, Lionel Ballan ? Oui, donc en Allemagne, comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, les caisses sont vides, malgré les dettes colossales. Et donc, il y a une sorte de débat au sein du gouvernement allemand entre l'élément de droite, c'est-à-dire la CDU et la CSU, qui désirent avant tout prendre des mesures antisociales, et d'autre part, l'élément de gauche, le Parti social-démocrate SPD, qui désire augmenter les taxes. Alors David Engels, même question, je pense que vous avez suivi ces déclarations qui d'ailleurs s'inscrivent dans un contexte de guerre avec l'Ukraine. Quelles sont les influences de cette guerre aujourd'hui pour l'économie allemande ? Oui, tout à fait. Donc j'avoue que de toute façon, l'actualité allemande, elle est tellement déprimante les derniers mois ou dernières années que je préfère éviter. Mais si, malheureusement, j'en entends parler aussi un petit peu. Je crois qu'il ne faut pas surestimer cela. Il y a Friedrich Merz qui est quelqu'un qui est vraiment lourdement dépendant de son partenariat avec les socialistes ou les social-démocrates. Et donc, voilà, c'est un peu son signe de marque, son signe de fabrique de proposer des grandes réformes, de ne pas faire grand-chose. Finalement, bon, il y a un lien superficiel avec la guerre en Ukraine, parce que l'Allemagne a été mise très fortement sous pression, non seulement par Trump, mais depuis des années et des années par ses partenaires, parce que l'Allemagne, depuis des décennies, ne paye pas ses 2% obligés pour l'OTAN. Donc, c'est depuis des décennies que l'Allemagne parasite le budget de l'OTAN. Et là, évidemment, avec Trump, il y a une très grande pression de finalement payer son dû. Donc, il y a eu toute une série de mesures, notamment une prise de dette de 500 milliards sous Merz, il y a quelques mois. Scholz en avait déjà pris 100 milliards aussi au début pour, soi-disant, financer la guerre en Ukraine. Mais les critiques sont relativement unanimes que cette dette supplémentaire colossale, en grande partie, disparaît. On ne sait pas très bien où, mais en tout cas, très certainement pas dans l'armée allemande. Alors là, c'est ce que semble vouloir faire Merz justement, qui veut donc réduire les investissements publics pour pouvoir justement se pencher sur les secteurs de la défense et sur les infrastructures allemandes. Lionel Ballan, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté ? Est-ce que déjà, comme David Engels, vous voyez ça d'un œil assez circonspect, vu justement les effets d'annonce dont Friedrich Merz s'est déjà rendu coupable ? Oui, donc bien sûr, la population n'est pas contente, comme un peu partout en Europe occidentale, puisque le niveau de vie n'arrête pas de baisser, alors que curieusement, dans les pays voisins qui sont dans l'ancienne Europe de l'Est, comme la Pologne, tout n'arrête pas de monter. Et donc, Monsieur Merz va pratiquer une politique restrictive en matière financière, comme un peu partout. Et donc, il va finalement devoir décider de prendre des mesures, mais ces mesures seront limitées au niveau de leur impact, puisque fondamentalement, le gouvernement n'est plus en mesure d'imprégner réellement sa politique au pays. David Engels, ce que vous pensez justement de cette capacité de Friedrich Merz d'appliquer finalement les politiques qu'il souhaiterait mettre en place? Bah, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, on n'en est vraiment qu'à des annonces, c'est-à-dire chaque parti dans le Bundestag met sur le paquet sa volonté. Donc c'est un effet d'annonce de la part de Merz où déjà ses coalitionnaires, c'est-à-dire la SPD, a déjà très clairement montré qu'il n'était pas d'accord. Et jusqu'à maintenant, tous ces derniers mois, on a vu que Merz, à chaque fois,
chaque effet d'annonce, que ce soit plus d'argent pour l'armée, que ce soit une politique plus restrictive pour la migration, etc., à chaque fois, il a dû finalement abandonner ou très fortement diluer ses annonces. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que l'Allemagne se trouve au milieu d'une crise qu'elle a fabriquée elle-même, d'ailleurs un peu semblable à la France, hélas, avec trois facteurs. D'abord, l'immigration de masse, qui continue Mm. d'ailleurs. Chaque semaine, d'ailleurs, il y a parfois des avions avec des milliers d'Afghans qui sont amenés en tant que réfugiés ou en tant que membres de famille de réfugiés amenés en Allemagne. Donc, l'effet on ferme les frontières, c'est du n'importe quoi. L'Allemagne importe toujours, pour ainsi dire, autant de migrants qu'avant et ça coûte, hein. On sait que 75% des frais, notamment du fameux Bürgergeld, donc c'est-à-dire l'argent, le revenu inconditionnel de base, arrive chez des familles de migrants. Donc là, c'est vraiment un très gros problème, qu'il y a énormément de gens en Allemagne qui coûtent de l'argent à l'État, mais qui ne payent pas nécessairement des contributions dans les caisses. Le deuxième problème, c'est évidemment le vieillissement de la population, la génération des boomers qui a préféré ne pas avoir d'enfants, ou peut-être un, maintenant arrive à l'âge de la retraite, des pensions, et la masse des personnes qui puissent payer pour ça, elle est très 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 restreinte. C'est les fils ou les Mm. enfants des boomers qui n'arrivent plus à payer tout ce poids-là. Donc ça aussi, c'est fait maison. Et le troisième gros problème, c'est évidemment la désindustrialisation de l'Allemagne sous Merkel, continuée par Scholz, soi-disant pour la défense du climat. Je rappelle ici aussi que cette désindustrialisation et ces coûts montants à cause de ça ne sont pas juste un effet de la guerre en Ukraine, comme on nous le dit tout le temps, avec les prix de l'énergie, etc., mais surtout le fruit de la décision d'Angela Merkel d'éteindre systématiquement toutes les centrales nucléaires. Donc le fait que l'Allemagne ne sache pas payer aujourd'hui en grande partie son énergie, c'est une décision volontaire qui a rendu l'Allemagne dépendante des importations de gaz, etc., de Russie, mais ça ne devait pas se faire. Ça, c'est les trois gros problèmes. L'Allemagne n'arrive plus à payer tout ça, et maintenant, on racle les fonds de tiroir pour savoir comment payer ça, mais chaque élément essaye chaque groupe de population essaye de défendre son bien. Et je crois qu'à la fin, bah, la seule solution qu'on va trouver, probablement, c'est d'abord encore plus de dettes et Mm. deuxièmement, faire porter encore plus à la classe moyenne. Alors finalement, un peu comme en France. Lionel Balland, ce qu'on comprend, c'est que effectivement, dans un premier temps, on pourrait, se réjouir de cette, décision, du chancelier en se disant qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément, de cette, de largesse de cet État-providence qui vont vers des populations qui, ne sont même pas, allemandes donc ou françaises si on fait le parallèle et donc on pourrait se réjouir effectivement qu'il y ait une réduction de ces coûts-là. Néanmoins, les Allemands vont en payer le prix aussi et tout ça, c'est la conséquence de l'échec des politiques qui ont été, menées pendant, des dizaines d'années. Oui, donc c'est la conséquence d'une politique catastrophique conduite pendant des dizaines d'années, mais c'est tout simplement une politique qui va dans le sens de ce que veut la haute finance. Et finalement, les dirigeants politiques allemands, comme dans d'autres pays, sont un peu les marionnettes de la haute finance. Quand Mme Merkel a ouvert massivement les frontières en 2015, elle a importé de la main-d'œuvre à bon marché Mmh. pour faire une sorte de dumping sur le marché de l'emploi. Et donc, elle a placé ces gens dans un premier temps dans des salles, dans des tentes, etc. Et puis ensuite, bah, ils ont été un peu intégrés dans la société. Maintenant, vous les retrouvez dans les emplois à bas salaire. Donc, dans un premier temps, cela a bénéficié à la finance, mais le peuple, lui, il doit payer l'addition parce qu'il y a des coûts. Et par exemple, les sociodémocrates du SPD veulent augmenter les droits de succession. Or, les droits de succession frappent avant qui? Avant tout qui? Ben, les populations d'origine. Donc, ce sont les Allemands d'origine qui sont avant tout les premières victimes de cette augmentation des droits de succession. On pourrait parler quelque part de grand remplacement fiscal puisque les personnes de souche, via ces droits de succession, payent massivement pour les personnes qui arrivent, qui débarquent, qui reçoivent des avantages. Donc, c'est une sorte de transfert financier via les droits de succession.
Juste, Et sur donc, allez-y, pardon, je vous ai coupé. oui, donc, alors maintenant, on arrive à un phénomène assez curieux, puisqu'il y a eu des élections municipales en Rhénanie du Nord-Westphalie. C'est l'État allemand le plus peuplé, 18 millions d'habitants. C'est l'État allemand qui est frontalier de la Belgique. Et donc, là-bas, l'AfD, donc le Parti patriotique, au sein des conseils d'intégration, a obtenu de très bons résultats. Donc, le conseil d'intégration pour les migrants, ce sont donc des conseils pour lesquels seuls les Allemands d'origine ne peuvent pas voter. Les personnes étrangères et les Allemands d'origine étrangère peuvent voter. Oh là, on a vu que l'AfD a obtenu de très bons résultats dans toute une série d'endroits. Et donc maintenant, les personnes qui sont d'origine étrangère, mais qui veulent s'intégrer ou qui sont intégrées, rejettent la non-intégration des nouveaux arrivants. Et par exemple, il y a une dame qui est d'origine albanaise et qui est née en Allemagne, qui est une élue de l'AfD, qui fait campagne contre le fait que dans sa ville, à Gelsenkirchen, il y ait des inscriptions en arabe dans les rues. Donc maintenant, même les gens d'origine étrangère et même une partie des étrangers rejettent le fait que l'immigration se poursuive. Mmh. En fait, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, sous couvert d'humanisme, on nous a expliqué qu'il fallait accueillir ces populations. On nous a aussi expliqué qu'il fallait les accueillir parce qu'effectivement, ça faisait de la main-d'œuvre à bas coût. Et aujourd'hui, donc ce que le chancelier explique aux Allemands, c'est que, il va réduire les aides aux personnes sans emploi. Donc il explique, nous voulons que tous ceux qui peuvent travailler travaillent, c'est une question d'équité. Donc en fait, il va les précipiter dans des emplois dont les salaires ont été tirés vers le bas. Et donc, de la même façon, voilà, c'est une forme d'humanisme en fait qui a été complètement dévoyée et au final qui est payée par le peuple qui aurait dû être justement protégé et considéré en premier plan par les politiques qui étaient en place. David Engels. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne actuellement vit essentiellement de sa renommée. Je crois que si les pays limitrophes ou les places financières dans le monde comprenaient vraiment ce qui est en train de se passer en Allemagne et que ce pays-là est à bout de souffle et au fond est un genre de village de Potemkin, à partir de ce moment-là, on aurait des très grands problèmes partout en Europe. Donc ce n'est surtout pas dans l'intérêt aussi de la France de faire découvrir que l'Allemagne est nue, parce que sinon la France va être encore plus à nu avec le domino qui risque de se passer. Mais oui, l'Allemagne vit de sa renommée, elle vit de la substance d'ailleurs à tous les niveaux. Il y a eu depuis des décennies que l'Allemagne n'a plus investi dans les routes, dans son infrastructure, dans les ponts, dans les écoles, dans les universités. Tout ça était jadis, dans les années 80, 90, de très bonne qualité. Mais là, actuellement, il y a à peu près tout qui commence un petit peu à s'écrouler. Et investir là-dedans, évidemment, ne donne pas de bons scores électoraux, donc l'argent qui est soutiré, si vous voulez, à la classe moyenne, elle est saupoudrée sur les différents milieux électoralistes, essentiellement évidemment les migrants, qui appuient toujours massivement la gauche. Hein. Il faut savoir que voilà, c'est essentiellement les migrants qui votent pour l'extrême gauche, pour les écologistes, pour les sociodémocrates, non pas à cause des valeurs, mais parce que c'est eux qui leur donnent le plus d'argent. Les mêmes Turcs qui votent massivement pour la gauche, s'ils ont la double citoyenneté, votent pour les élections en Turquie pour Erdogan. Donc ça montre vraiment très bien l'électoralisme de tout cela. Mais pour en revenir à cette Allemagne qui est à nu, bah, comme ça a déjà été dit, l'Allemagne a un grand problème de chômage caché. Il y a 3,5 millions de personnes qui reçoivent le revenu universel inconditionnel. On verra combien de temps ça restera inconditionnel. Mais il y en a encore 3 autres millions qui sont au chômage. Et il y a encore à peu près 3,5 millions de personnes qui habitent qui travaillent dans des mini-jobs qui sortent donc de la statistique du chômage, mais qui ne sont pas employés. Donc au fond, il y a 10 millions de personnes sur 80 qui actuellement ne travaillent pas vraiment. Plus encore, évidemment, énormément d'autres problèmes de personnes qui sont à la retraite, etc. Et tout ça est porté par une petite classe moyenne, et ça ne va pas changer parce que, évidemment, les deux grandes
deux grands milieux parmi les électeurs qui comptent le plus. C'est d'un côté les retraités qui veulent que rien ne change et de l'autre côté les migrants qui appuient la politique de gauche. Et donc entre ça, finalement, la classe moyenne, elle est sandwichée et elle est ainsi matraquée journalièrement par les médias pour être vraiment sûr qu'ils continuent à voter pour la CDU, la CSU, peut-être un peu les libéraux, mais surtout pas Mm. la AfD. Alors justement, est-ce que cette attaque médiatique, Lionel Balland a encore du pouvoir en Allemagne, ou est-ce que face à de telles mesures qui se profilent pour la classe moyenne allemande, de toute façon, on assistera probablement à un changement politique dans les années à venir? Mais le changement politique est en cours puisque dans les sondages, le parti patriotique AfD est désormais donné premier du pays. Qui plus est, le parti de gauche anti-immigration BSV, de la figure de proue et Sarah Wagenknecht, est lui aussi en montée puisqu'il a 4-5%. Donc au total, 30% des personnes rejettent le système politique. Le problème, ce sont les personnes âgées, surtout dans l'Ouest, qui votent systématiquement depuis toujours pour les mêmes partis du système, et cela alors que leurs parents et leurs grands-parents votaient déjà pour ces partis. Il faut bien préciser qu'en Allemagne, il y a une grosse différence entre l'Est et l'Ouest au niveau politique, puisque à l'Est, les personnes ne sont pas endoctrinées depuis des décennies, puisqu'avant, il y avait un autre système, le système communiste, et donc là-bas, les partis en place, les partis du système sont moins implantés. Il faut aussi dire que l'Allemagne est un grand pays qui a des différences économiques entre les régions et que les entreprises se trouvent surtout dans le sud-ouest et que dans l'est, il y a des zones qui sont à la dérive. Par exemple, vous allez à Görlitz, qui est une ville qui est à la frontière polonaise, tout au fond de l'est de l'Allemagne. Avant, là-bas, il y avait 75 000 habitants. Maintenant, il y en a 55 000. Vous avez partout des bâtiments qui sont vides. C'est une sorte de ville fantôme. Par contre, vous allez, par exemple, à Munich, tout est plein comme un œuf et il est quasi impossible d'avoir un logement. Donc, les gens ont tendance à se mouvoir à l'intérieur de l'Allemagne vers les zones dans lesquelles il y a de l'emploi. Et le fait qu'il y ait des coupes encore plus profondes de la sécurité sociale fait que ce phénomène s'accentue. Parce que quand vous avez des allocations et que vous vivez dans une zone où il n'y a pas d'emploi, vous pouvez encore vous dire, je vais quand même rester ici et avoir une vie, disons, avec un petit salaire et des coûts moindres. Mais à partir du moment où il y a des coupes là-dedans, comme c'était déjà le cas avec la réforme Hartz IV sous le chancelier Schröder, avec son gouvernement rouge-vert, ben, ça accentue la migration interne des Allemands de l'Est vers le Sud-Ouest. Et donc vous avez ce phénomène qui veut que, par exemple, si vous achetez une maison normale dans une partie sinistrée de l'Est de l'Allemagne, vous allez payer 125 000 euros. Et si vous allez à Munich, la maison la moins chère de la ville, vous allez payer 10 fois plus, 1 250 000 euros. Donc, les travailleurs ont tendance à se mouvoir vers certaines zones. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, au Grand-Duché de Luxembourg. Au Grand-Duché de Luxembourg, avant, vous aviez 300 000 habitants. Maintenant, vous avez 650 000 habitants. Donc, l'immobilier au Grand-Duché de Luxembourg est impayable. La maison la moins chère dans une ville du nord du Luxembourg, vous allez la payer 900 000 euros. Donc, les mesures que Merz prend vont avoir un impact sur la population allemande. Et l'Est de l'Allemagne s'est déjà fortement vidé au cours des dernières décennies et déjà avant. Et donc, ça va encore accentuer la dérive de certaines parties qui sont déjà sinistrées. Mm. Et donc la fracture au sein du pays. David Engels, Friedrich Merz semble aussi énormément compter sur les investissements étrangers pour soulager son économie. Il a nommé l'ancien président de la banque allemande Commerzbank au titre de mandataire personnel pour les investissements. Donc concrètement, il va être chargé d'attirer les investisseurs étrangers. Est-ce que vous pensez que cette politique peut être payante? En tout cas, ces dernières années, quand on voit tous les grands flagships que Merz ou Scholz ont essayé d'attirer en Allemagne, on a vu un très grand échec à peu près tous les niveaux. Même Elon Musk n'avait plus envie de lancer son giga center au Brandenburg, et il y a beaucoup d'autres cas de ce style-là. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est devenue extrêmement chère
en Allemagne, tout simplement à cause de la coupure des centrales nucléaires, parce que la surréglementation bureaucratique est telle qu'à peu près personne n'a envie de s'installer en Allemagne, et aussi parce que, il faut bien le dire, l'environnement au niveau de la sécurité n'est pas très agréable. Déjà maintenant, beaucoup de Chinois n'ont plus envie, ont peur d'aller même en Allemagne à cause des problèmes de sécurité. À tout cela s'ajoute un débit de l'Internet, surtout enfin, par les différentes câbles en fibre de verre qu'ils ont installés, qui est absolument insuffisant, qui est beaucoup moins performant, par exemple, qu'en France. Tout ça fait en sorte que l'Allemagne n'est plus très attirante pour les investisseurs. Donc ceux-là, ils préfèrent aller plutôt en Pologne ou en Hongrie que de s'installer en Allemagne. Donc voilà, maintenant Friedrich Merz, comme étant un ancien de BlackRock, a certainement encore ses connexions, mais en gros, je doute que cela change quoi que ce soit. D'ailleurs, tout comme ces réformes, pour le moment, c'est vraiment juste une bulle d'air. Nous Mm. verrons dans les prochaines semaines ce que de ces réformes-là va véritablement être réalisé. Moi, personnellement, si je devais et mettre mon propre jugement là-dessus, je dirais que très probablement, il n'y a pas grand-chose qui va être réalisé. On continuera à bricoler, à saupoudrer un peu, à prendre des immenses dettes qui vont de nouveau disparaître. Il faut vraiment se dire que déjà Scholz avec ses 100 milliards, maintenant Merz avec ses 500 milliards, une grande partie de ça aboutit dans des projets pour la défense du climat, Mm. aboutit dans des trucs obscurs d'ONG de défense de la démocratie contre la méchante extrême droite, va dans des caisses on ne sait pas très bien où. Donc en Allemagne, il y a énormément d'argent qui disparaît aussi Ouais. actuellement pour le moment. Donc, et là, je, Mm. je, je crains que on va essayer de survivre d'année en année, mais je ne crois pas en des grandes réformes. On n'a plus le courage de faire ça. Schröder l'avait fait pour la dernière En fois, mais 10 Merz ne va secondes. certainement pas le faire. Bon, voilà. On va continuer à suivre, de toute façon, à surveiller l'Allemagne dans les semaines qui viennent et on ne manquera pas de vous réinviter, Lionel Balland et David Engels. Merci Oui. beaucoup d'avoir été avec nous et donc à très bientôt.